En 1866, Alfred Nobel invente la dynamite. Plus puissante, plus stable et moins coûteuse que le TNT, elle le supplantera rapidement et sera à l'origine d'une grande vague d'attaques à la bombe par les indépendantistes irlandais en Angleterre nommée la guerre de la dynamite. Pour former leurs artificiers, les immigrants irlandais iront jusqu'à édifier des écoles de la dynamite aux États-Unis, où une telle entreprise est parfaitement légale. En 1883, un groupe missionné par le clan Nagael est arrêté à Birmingham suite à la trahison de l'un de ses artificiers, William Lynch, lui-même suivi et arrêté par la police peu de temps auparavant en possession d'une grande quantité de nitroglycérine. Les forces de l'ordre lui laissent le choix, garder le silence et partir pour un long séjour en prison, ou dénoncer ses camarades et sortir libre. Lynch sortira libre. Les rats quittent le navire, dit-on. Mais les rats sont-ils si prompts à laisser les autres derrière eux ? Les rats sont-ils vraiment des traîtres ? Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Oui, alors ça fait longtemps, je sais, mais ça a dérapé. Il y a 20 études, j'étais malade et le pape avait une doudoune. Vous avez vu la photo du pape en doudoune ? Non, c'était pas des vraies images. On sait plus de nos jours. Quelle doudoune, mes aïeux. Anyway, la suite des rats. Vous saviez que... Oh, j'ai pas envie de faire une intro à rallonge. Allez, on y va direct. Alors, petit rappel de la dernière fois. D'abord, ce qu'on avait appris. Alors, la fois précédente, nous avions vu que quand les femelles de l'espèce Rattus norvegicus reçoivent de l'aide d'une partenaire, elles rendent l'aide reçue par cette dernière. Qu'elles peuvent le faire en identifiant précisément la partenaire, qu'elles aident de manière différenciée celles qui sont coopératives de celles qui ne le sont pas, qu'elles prennent en compte le statut hiérarchique, la qualité de l'aide fournie, l'effort nécessaire pour apporter cette assistance et si cette congénère a très faim ou pas. C'est déjà balèze, reconnaissons-le. Maintenant, on va vite fait réexpliquer le protocole utilisé, car aujourd'hui, ça va être pas mal de variantes sur la même mélodie. Donc, nous étions sur une tâche d'échange de nourriture. Nous avons une cage divisée en deux compartiments. Dans le premier compartiment, la rate qui va nous intéresser, que l'on nommera dorénavant la rate focale, car on va focaliser notre attention sur elle. Et dans le second, la partenaire, que nous nommerons la partenaire, parce que c'est la partenaire. Devant la cage, un plateau coulissant muni de deux palettes. L'une des palettes va contenir un morceau de nourriture et à l'autre sera attaché un bâton. Imaginons que la partenaire est le bâton. Elle peut donc tirer le bâton, le plateau coulisse, la palette avec la nourriture rentre chez la rate focale, elle peut manger la nourriture, elle se dit « Ah, ma partenaire est sympa, elle est une coopératrice ». On peut aussi bloquer le plateau. Et du coup, la rate focale se dit « Eh, ma partenaire n'est pas sympa, c'est une véritable pourriture ». Ensuite, on inverse les rôles et on voit si la rate focale rend l'appareil ou non. Voilà, pour plus de détails, vous pouvez aussi aller voir la vidéo précédente, le mec qui la présente est super sympa. Et maintenant, on passe à la suite. J'annonce direct, on ne va pas suivre d'ordre chronologique, mais plutôt thématique, parce que sinon, une chaîne n'y retrouverait pas ses veaux. L'une des grandes questions qui a turlupiné les équipes de Mikhail Taborski, et lui aussi du coup, ça a été: quels sont les sens qu'utilisent les rats pour coopérer? J'explique. On va mettre le doigt sur un truc auquel vous n'avez probablement même pas pensé dans la vidéo précédente, ni même quand j'ai réexpliqué le protocole juste avant. Pour vous, la rate, elle regarde l'autre femelle lui donner à manger, et c'est comme ça qu'elle détermine que c'est une partenaire coopérative ou non, hein? Eh bien mes amis, vous allez tomber de très très haut. Voilà un exemple excellent d'anthropomorphisme. Oui, je sais, c'est pour faire plaisir à Popo que je le dis comme ça. Bref, les rats sont des animaux nocturnes. Certes, ils utilisent la vision pour plein de choses et sont capables de résoudre des tâches uniquement sur la base d'informations visuelles, mais en vrai, par rapport à nous, ils ont une acuité visuelle plutôt naze. Et pour les activités sociales, ils se réfèrent principalement à l'odorat. Juste au nez, ils peuvent déterminer qui est l'autre rat, son statut social, son lien de parenté, son âge, son sexe, et plein de trucs du genre. Et l'odorat. On peut faire une charade avec ça. Mon premier coule de source, mon second... Non, on n'a pas le temps pour ça. Donc forcément, première chose à vérifier, est-ce que les rats ont besoin de la vision pour coopérer?
Pour déterminer ça, on prend notre protocole habituel, sauf que chaque rat va être testé en situation classique, avec la vision normale, puis en situation aveugle. On met une plaque en plastique opaque entre elle et sa partenaire pour empêcher toute information visuelle de passer. Donc, les rats focales rencontrent une partenaire coopératrice qui leur donne à manger et une autre non coopératrice qui ne leur donne rien, en situation de vision normale et en situation aveugle. 4 cas différents. Le lendemain, on les met en position de rendre le service reçu ou pas. Résultat, elles aident la coopératrice beaucoup plus rapidement que la non coopératrice, de manière similaire dans les deux situations. Les rats n'ont donc pas besoin de voir leur partenaire pour coopérer. Et oui, les rats coopèrent les yeux fermés et ce, les doigts dans le nez. Alors en fait non, les doigts dans le nez ça ne marcherait pas. On va voir après pourquoi. Ça va même plus loin, car dans une étude dont on va parler plus tard sur l'odeur durant la coopération, on découvrira que si l'information olfactive est coupée, les rats n'aident plus les partenaires coopératifs. C'est extrêmement intéressant, car là où pour nous, ça semblait évident qu'elle regardait le comportement de l'autre rat et s'appuyait là-dessus, cette étude nous prouve que pas du tout mes loulous. Mais alors, si ça c'est fou, vous n'avez encore rien vu. En 2020, 2 publications sortent pour tenter d'évaluer si les rats utilisent leur odorat pour coopérer, et si oui, quelles informations ils en tirent. Pour ce faire, les scientifiques développent des protocoles assez proches de celui qu'on connaît, mais où les animaux sont dans des boîtes de plexiglas d'où l'air peut être pompé à l'extérieur ou soufflé à l'intérieur. Ils peuvent ainsi diffuser de l'air provenant d'autres animaux situés dans une autre pièce. Par exemple, que se passe-t-il si l'on diffuse l'odeur d'une partenaire affamée à une rate focale qui ne voit pas la congénère située dans le compartiment d'à côté et dont elle ne peut pas sentir les effluves? Eh bien on s'aperçoit qu'elle fournit plus rapidement de la nourriture à cette partenaire lorsque l'on diffuse l'odeur d'un animal qui a faim que lorsque l'on projette celle d'une femelle bien nourrie. Il existe donc une odeur de la faim qui informe sur l'état de satiété de l'autre animal que les rats utilisent comme indice pour aider plus efficacement leurs camarades. Attendez, c'est pas tout. Avec un protocole assez similaire, les scientifiques ont voulu voir si les rats transmettent leur propension à coopérer à travers une odeur particulière. Pour faire ça, on repart sur un dispositif proche de celui expliqué pour l'expérience précédente. En vrai, je vais considérablement simplifier car l'expérience réelle est divisée en 4 sous-expériences. La question à laquelle les scientifiques veulent répondre est la suivante. Les rats produisent-elles une odeur qui dit « je t'aide » ou « je t'ai aidé, aide-moi en retour ». Pour déterminer ça, ils produisent plusieurs situations basées sur le même système. Les rats focales vont rencontrer une partenaire pour des échanges de nourriture classiques. Une phase d'expérience où la partenaire peut aider ou non, et une phase de test où c'est à la rate focale d'aider si elle le souhaite. Comme dans l'étude précédente, elles sont dans des cages de plexiglas pour pouvoir contrôler le flux des odeurs. D'autres rats dans une pièce adjacente procèdent aux mêmes interactions. À partir de là, les scientifiques vont organiser des croisements dans tous les sens. Que se passe-t-il si, au moment de la phase de test, nos rats ont rencontré une partenaire non coopérative, mais qu'on leur diffuse l'odeur d'une femelle d'un autre duo qui, elle, a été coopérative? Va-t-elle quand même aider son binôme qui pourtant ne lui a rien donné? Ce serait un peu fort de café, non? Et devant les yeux médusés des scientifiques, la rate attrape le bâton et tire le plateau vers sa partenaire non coopérative. Que ce soit diffusé durant la première phase, celle d'expérience, ou la seconde, la phase de test, que ce soit celui d'une rate coopérative ou non coopérative, l'odeur a une influence extrêmement marquée sur la prise de décision de la rate focale, manifestement plus importante que l'expérience même d'un acte de coopération. Sans information olfactive, les rats donnent un niveau d'aide équivalent à leurs congénères et à une cage vide. Can you smell anymore? You can't smell anymore. Cette publication montre également que cette information fonctionne, qu'elle soit diffusée durant la phase d'expérience ou durant la phase de test. Il existerait alors potentiellement les deux messages « je coopère » et « je t'ai aidé, aide-moi », où ils seraient groupés en un seul signal signifiant les deux. De plus, l'étude montre également que ce signal olfactif n'est pas lié à un individu précis, puisque même s'il ne s'agit pas de l'odeur de la partenaire, ça fonctionne quand même. Wow, ok, d'accord. Du coup, nécessairement, Manon Schweinfurth et Michael Taborski, deux scientifiques déjà à la manœuvre dans les deux études précédentes, s'intéressent aussi aux autres moyens que pourraient utiliser les rats pour communiquer. Tous deux observent dans une étude de 2018 que les rats réclament une nourriture inaccessible à leurs congénères selon leurs besoins du moment, beaucoup faim ou pas beaucoup faim, et en suivant un ordre très précis.
Les rats commencent généralement par tendre les pattes vers la nourriture à travers le grillage. Là vous allez me dire, bon Sébastien c'est un peu gros comme supposition, peut-être qu'elles essaient juste de l'attraper. Et vous avez raison de douter. On y reviendra. Et vous verrez que vous avez eu tort de douter. Puis si ça ne suffit pas à faire réagir leurs camarades, elles vont ensuite produire des ultrasons qui sont assez typiques de la communication sociale chez les rats. Enfin, si rien de tout ça ne fonctionne, elles tenteront d'attirer l'attention de l'autre femelle en produisant des comportements sonores contre le grillage de séparation, en le mordillant, en le cognant et en courant de long en large tout du long. Ce qui est fascinant, c'est que l'ordre est quasiment toujours celui-ci, et que les individus privés de nourriture communiquent plus intensément et passent plus rapidement d'un signal à l'autre que ceux bien nourris. En retour, les potentielles receveuses réagissent également plus vite à ces demandes insistantes. Nous sommes donc devant une communication assez clairement intentionnelle, à travers plusieurs modalités. La vision, l'audition et probablement l'olfaction, même si ça n'a pas été évalué ici, les chances sont quand même élevées. Tiens, au passage, une publication de décembre 2022 étudiera l'augmentation artificielle de ces signaux vocaux et montrera que plus on ajoute artificiellement d'appels de la part de la demandeuse, avec un haut-parleur, et plus la donneuse potentielle aura tendance à répondre vite et accroître la fréquence d'aide. Maintenant, pour répondre à la question des rats qui tendent les pattes pour attraper la nourriture, eh bien on sait qu'elles le font au moins en partie pour signaler leur intérêt à l'autre femelle. Comment on sait ça? Eh bien simplement car les scientifiques ont reproduit l'expérience, mais en mettant une partenaire mais pas de nourriture, de la nourriture mais pas de partenaire, ou les deux en même temps, et en regardant ce que fait la rate focale. Si elle essaie simplement d'attraper la nourriture, on ne devrait pas voir de différence entre nourriture seule et nourriture et partenaire. Et pourtant, on observe une plus grande fréquence de ce comportement en nombre et en durée quand la nourriture et une partenaire sont présentes en même temps que lorsque l'une des deux est manquante. Les rats tendent donc bien les pattes vers la nourriture pour signaler à l'autre rat leur intérêt. Les résultats suggèrent d'ailleurs également un lien assez net et en concordance avec les autres travaux entre la propension à aider des rats focales et les attentes qu'elles forment sur ce que leurs congénères doivent leur rendre. Car celles qui avaient le plus aidé les partenaires étaient aussi celles qui présentaient la plus grande fréquence de ce comportement. C'est fou, non? On monte encore d'un cran? Allez, on monte encore d'un cran. Échanger de la nourriture, c'est bien. Dans beaucoup de travaux scientifiques, on considère que pour pouvoir parler de réciprocité, il faut que la monnaie d'échange soit identique. Nourriture pour nourriture, œil pour œil, dent pour dent. Oh ben lâche-le! Lâche-le! Sauf qu'en vrai, dans la vraie vie, quand on se rend des services, on s'échange rarement des services absolument identiques. Mais du coup, ça pose problème, parce que ça rend la réciprocité très dure à observer dans la nature si les animaux commencent à troquer une banane pour un coup de poing dans la figure de Zortar le Velu. Oui, mais voilà, échanger des services dans des commodités différentes, ou pourrait-on dire des monnaies différentes, ça a longtemps été considéré comme difficilement accessible aux animaux non humains, car beaucoup trop complexe. Vous me voyez venir, hein? Bah oui, vous me voyez venir. Allez, on sort le burin et le marteau et on va péter tout ça. Tout d'abord, Schweinfurth et Taborski veulent vérifier si les rats se contentent d'imiter le comportement de leur partenaire ou si l'aide reçue peut être transférée à d'autres tâches. Par conséquent, on garde le protocole habituel, le seul changement, c'est que la façon de distribuer la nourriture sera différente pour les deux rats. Si la partenaire donne de la nourriture à la rate focale en tirant le plateau, la rate focale devra lui distribuer de la nourriture en appuyant sur une petite palette qui, par un astucieux jeu de câbles et de tubes que j'aimerais bien vous montrer en détail mais auquel je n'ai rien compris et c'est pas faute d'y avoir passé du temps, fera tomber la nourriture dans la cage de la partenaire. Si la partenaire donne de la nourriture en appuyant sur la palette qui, par un astucieux jeu de... passons, fera tomber la nourriture dans la cage de la rate focale quant à elle lui rendra l'appareil en tirant le plateau. La monnaie d'échange est la même, de la nourriture, mais la tâche est différente, tirer ou pousser. Par conséquent, pas d'imitation possible. Et on constate que les rats continuent bien d'appliquer les règles habituelles de la réciprocité. Elles comprennent donc bien l'aide reçue par leurs congénères et elles sont capables de généraliser leur comportement de réponse, peu importe la tâche à effectuer. Mais c'est la même monnaie, de la nourriture. Et si on changeait de monnaie et qu'on prenait quelque chose que les animaux s'échangent déjà naturellement sans aucun apprentissage de comportement? Le toilettage. Vous avez sûrement déjà vu des chats se lécher entre eux, ou dans des reportages de l'épouillage chez les primates. Et même sans ça, de toute manière, il s'agit d'une pratique courante dans toutes les familles humaines. Hein? Si. Si? Non? Si.
Le toilettage peut avoir de nombreux avantages pour le receveur ou la receveuse potentielle. Enlever des parasites ou des débris, répandre des substances antimicrobiennes. Mais c'est également un moment de détente, de baisse de stress pour les animaux. Oh, il est gros. Pour le donneur ou la donneuse, c'est un comportement qui a un coût. Perte en salive, mais surtout en énergie et en temps perdu à cette activité. Pendant ce temps-là, on aurait pu faire autre chose. Oui, mais il semble que le toilettage mutuel offre également des opportunités. Ça permettrait aux donneurs et aux donneuses de construire du lien social, de créer des ouvertures avec de potentiels partenaires sexuels, mais aussi de gagner un possible support de l'autre animal en cas de conflit ultérieur avec des membres du groupe. Bon, avant de s'emballer, dans un premier temps, la grande question est: est-on vraiment bien certain qu'il y a réciprocité dans le toilettage mutuel ? Non, parce qu'en général, observé dans la nature, il peut y avoir plein de facteurs qu'on appelle confondants. Imaginons que les animaux observés aient un lien de parenté, qu'il y ait une question de hiérarchie, ou, bien juste qu'ils se trouvent au même endroit, au même moment. Bien oui, si deux animaux sont près physiquement, ils ont plus de probabilité de se toiletter mutuellement, et voilà. En fait, n'importe laquelle de ces raisons pourrait suffire à expliquer que deux animaux se toilettent mutuellement sans avoir besoin de recourir à des interprétations complexes. Alors, hop, protocole pour évaluer expérimentalement si on a bien un vrai altruisme réciproque là-dedans et si certains de ces facteurs sus-mentionnés influencent aussi ce potentiel échange. Déjà, pour la question de la famille, comme dirait l'affreux Vin Diesel, il y a eu une étude sur les liens familiaux et la réciprocité chez des mâles, et il semble qu'ils coopèrent en quantité moindre avec leurs frères qu'avec un rat sans lien de parenté. Chez l'humain, on sait que nous aidons plus facilement des inconnus que des membres de notre famille pour des services peu coûteux. Mais nous aiderons nos proches plus facilement que des personnes sans lien de parenté pour des services coûteux. Peut-être en va-t-il de même pour les rats. Très juste. À vrai dire, nous ne le savons pas. Une autre possibilité, c'est qu'il existerait moins de besoin impérieux de rendre service à un parent pour espérer qu'il nous rende l'aide plus tard. Mais reprenons. En 2017, Schweinfurth, Tieger et Taborski publient une première étude sur cette question de la réciprocité dans le toilettage. Dans cette étude, les trois scientifiques tentent de vérifier deux choses. 1. Est-ce qu'il y a bien un échange réciproque de toilettage mutuel chez les femelles Rattus norvegicus? 2. Si oui, est-ce que le rang social influence les résultats? Parce que le modèle théorique de Seyfarth, publié en 1977, prédit que blablabla, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Pour répondre à ces deux questions, on change le protocole, mais la logique reste la même. Notre rate focale va rencontrer une femelle coopératrice et une non coopératrice. Ah bah oui, mais comment on oblige une rate à toiletter sa partenaire ou à ne pas le faire, vous allez me dire? Eh bien c'est là qu'est toute la finesse de l'expérience. Elle se déroule en 3 phases. 2 phases d'expérience, la première appelée la phase fermée, où les rates sont séparées par un grillage. La seconde phase, appelée ouverte, les rates peuvent interagir physiquement, donc plus de grillage. La troisième phase est celle de test, où les rates peuvent également interagir librement. Pour les inciter à se toiletter mutuellement, les scientifiques vont déposer une goutte d'eau salée sur le cou de l'une des rates. Cette dernière ne pouvant se nettoyer seule à cet endroit-là, elle aura besoin du secours de la seconde. Le choix de l'eau salée n'est pas anodin. Les rats n'aiment pas l'eau salée. Et de cette manière, on est sûr qu'elles ne vont pas lécher par plaisir, mais bien pour aider leurs camarades. Donc, par exemple, dans la première phase d'expérience fermée, la rate focale reçoit sa goutte d'eau. Bien embêtée, sa camarade voudrait bien l'aider, mais elle peut rien y faire. Elle est bloquée par le grillage. Elle est en position de partenaire non coopératrice. Ensuite, durant la phase d'expérience ouverte, la rate focale n'a plus de goutte d'eau. Donc il se passe des interactions entre les deux femelles, mais pour le coup, pas vraiment besoin de nettoyage. Dans la phase de test, les scientifiques mettent la goutte d'eau salée sur la partenaire et observent comment réagit la rate focale avec cette partenaire qu'elle considère donc non coopératrice. Aidera, aidera pas... L'autre situation. Durant la phase d'expérience fermée, personne ne reçoit de goutte d'eau salée. Pendant la phase d'expérience ouverte, la rate focale reçoit la goutte et sa partenaire peut la nettoyer. Elle est donc considérée comme coopératrice. Et dans la phase de test, c'est la partenaire qui reçoit la goutte. Ces deux blocs, coopératrice et non coopératrice, sont réalisés avec des femelles du bas de la hiérarchie et du sommet de la hiérarchie par rapport aux rates focales, afin de voir si le rang social influence les résultats. Résultat, les rates retournent bien les faveurs reçues, puisqu'elles nettoient plus les rates coopératives que les non coopératives.
et ce autant vers le haut que vers le bas de la hiérarchie. Donc il y a bien réciprocité sur le toilettage mutuel. Mais, le rang social a une influence. Si le toilettage était autant rendu aux subalternes qu'aux dominantes coopératives, les rats focales toilettent néanmoins plus souvent les partenaires dominantes que les subordonnés. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement un comportement hygiénique, mais qu'il a en plus une fonction sociale. À noter qu'aucun comportement d'agression n'a été observé de la part des rats dominantes. C'est donc un acte a priori volontaire de la part des femelles de rang plus bas. Besoin d'apaiser, envie de plaire, vive l'amour, anyway. Puis sort Reciprocal Trading of Different Commodities in Norway Rats, échange réciproque de différentes commodités chez les rats. Enfin, on y arrive. Et là, c'est un sujet un peu chaud. Car comme on l'a dit, beaucoup de gens considèrent ça impossible pour les animaux non humains. Bah oui, échanger sur des commodités différentes, c'est impliquer des services qui pourraient avoir des valeurs différentes. Si je vous demande de brûler la voiture de mon patron en échange d'un coup à boire, on comprend qu'il y a un souci. La valeur des deux services n'est pas équivalente. Donc pour des animaux non humains, ça implique possiblement des calculs très compliqués. On sait que les rats échangent de la nourriture pour de la nourriture et du toilettage pour du toilettage. Eh bien on va déjà commencer par répondre à la question suivante. Peuvent-elles échanger de la nourriture pour du toilettage et vice-versa? Et là il va falloir mélanger nos deux protocoles. Alors comme on dit chez Harry Potter, Indominus Rex! En gros, les échanges vont être les suivants. Dans un sens, du toilettage mutuel en phase d'expérience fermée et ouverte pour avoir une partenaire coopérative et une non coopérative, et le retour d'aide se fera en nourriture. Dans l'autre sens, un don alimentaire avec une partenaire coopérative ou non coopérative dont la faveur sera retournée en toilettage. Le résultat? Bien sûr que oui, les rats rendent l'aide reçue, bah oui! Si on leur donne de la nourriture, elles retournent la faveur en toilettage, et la même chose dans le sens inverse. En 2018, à la sortie de cette publication, il s'agit de la première preuve expérimentale de ce comportement en dehors des primates. Mais c'est dans le diable que se cachent les détails que va la cruche à l'eau. On s'aperçoit que l'échange se fait bien, mais que la quantité de toilettage procurée est rendue par une quantité plus faible de nourriture. Globalement, les rats ont tendance à produire plus facilement du toilettage qu'à fournir de la nourriture. On ne sait pas trop pourquoi. Soit c'est parce que le toilettage est moins demandeur en énergie et un comportement plus habituel chez ces animaux, soit la nourriture pourrait avoir une valeur d'échange plus importante que le toilettage. Soit les deux d'ailleurs, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Soit une troisième chose à laquelle on ne pense pas. On observe également systématiquement de l'aide, même envers les individus qui ne sont pas coopératifs, mais en moindre quantité que pour les coopératifs. Et toujours plus de comportements amicaux vers le haut de la hiérarchie. D'ailleurs, une autre étude sur la réciprocité au toilettage mutuel a montré que les comportements amicaux ou agressifs influencent la propension de la partenaire à retourner le toilettage reçu. Si l'agression peut augmenter les chances de recevoir de l'aide lorsque l'on n'a pas été coopératif auparavant, c'est carrément l'inverse qui se produit si on a été quelqu'un de plutôt honnête à l'origine. Si une rate a rendu service à une autre, et ensuite l'agresse, par exemple parce qu'elle estime que c'est un peu trop long à venir, eh bien sa partenaire aura tendance à être beaucoup plus récalcitrante à lui rendre service en retour que si la première s'était contentée de ne rien faire ou juste d'être sympa. Paradoxalement, ce sont souvent les animaux précédemment coopératifs qui montrent justement des signes d'agressivité, peut-être une façon d'exiger un retour sur investissement. On peut en conclure que les relations amicales ou non entre les rats peuvent également avoir une influence sur l'issue d'un acte de coopération. À présent, on va terminer en essayant de comprendre quels sont les mécanismes mentaux qu'utilisent les rats au cours des activités de coopération. Et là, forcément, on commence à ouvrir les portes des modèles théoriques, et je vais essayer de faire relativement court, car on part facilement dans des trucs complexes, et on a tous des choses à faire, des rendez-vous à honorer et des gens à toiletter. En gros, j'ai répété à plusieurs reprises qu'on considère souvent que l'altruisme réciproque et les échanges en réciprocité directe, tout ça, c'est pas possible pour les autres animaux, encore moins sur des commodités différentes, car ça pose des problèmes de calculs interminables. Imaginez, vous vivez dans des communautés importantes, disons 200 membres, comme une grosse colonie de rats. Vous croisez plein de gens tous les jours, vous échangez plein de services de nature différente.
Il faut les mémoriser, tenir des comptes de ce que vous devez à chaque personne, la valeur de chaque service rendu et qui vous l'a rendu, ou de ce que vous avez donné et à qui, faire des additions et soustractions des services pour chaque personne sur une durée importante de temps et variable selon les individus et les services. J'imagine que là, subitement, vous vous dites « Bah moi non plus, j'arriverai jamais à faire ça ». Bah non, du coup, c'est un peu étrange de poser ça comme standard. C'est ce qu'on appelle la réciprocité calculée. Et si elle peut être employée dans une certaine mesure, clairement, elle ne peut pas exister seule. Vous imaginez si on devait faire ça tout le temps? Par conséquent, il est fort probable que ce mécanisme existe chez nous, mais que lorsqu'il arrive à un niveau trop élevé cognitivement, nous passions à des mécanismes plus simples, ce qui semble d'ailleurs être confirmé par les travaux expérimentaux. Donc il n'y a aucune raison que ces changements de mécanismes plus ou moins complexes n'existent pas aussi chez les autres animaux. Je ne vais pas faire tous les types possibles de mécanismes, mais je vais expliquer brièvement les trois principaux, ceux qui nous intéressent. Donc la réciprocité calculée, ça c'est vu. Ensuite, il y a la réciprocité basée sur les émotions. En gros, au lieu de tout calculer, l'animal va cumuler approximativement les expériences qu'il va vivre avec un ou une partenaire sociale clairement identifié et va s'en faire un sentiment général, plutôt positif ou plutôt négatif vis-à-vis de la coopération. C'est a priori le mécanisme à l'œuvre qu'on observe chez certaines chauves-souris qui partagent fréquemment leur nourriture et tissent des liens solides entre elles par exemple. C'est souvent celui qu'on aura avec nos amis proches. On ne tient pas de compte. Enfin, on pourrait aussi avoir une réciprocité, alors j'ai aucune idée de comment traduire ça en français, attitudinal reciprocity. L'animal ne cumule pas l'expérience passée et ne se fie qu'à la dernière interaction avec le ou la partenaire. Il remet systématiquement à jour le souvenir précédent avec un nouveau. Ça peut sembler plus simple et moins coûteux cognitivement que les deux précédents, ce qui est le cas en partie. Mais il faut penser que nous sommes toujours dans le cadre de nombreux partenaires, à travers de nombreuses interactions et dans des échelles de temps pouvant être assez longues. Ça reste un gros challenge. De nos connaissances actuelles, il semble que ce soit ce mécanisme qui est employé prioritairement par les rats. Alors, comment fait-on pour savoir ça? Allez, accrochez-vous, c'est la dernière. Eh bien tout simplement en soumettant les rats à des tests assez proches de ceux présentés dans la dernière vidéo. Enfin, les rats. Les rates Les rates vont rencontrer une partenaire à 4 reprises. Cette dernière va soit coopérer 3 fois d'affilée et ne plus pouvoir coopérer la 4e, soit ne pas coopérer pendant 3 coups et coopérer seulement la 4e fois. Et on comparera les réponses à ce que fait une rate focale avec une partenaire qui a coopéré lors d'un échange unique ou qui n'a pas coopéré lors d'une seule rencontre également, afin de voir si l'accumulation d'interactions produit quand même un changement. Si toute la série de coopération-non-coopération est prise en compte par la rate focale, alors nous serons probablement sur une réciprocité calculée ou basée sur des émotions. Ça se traduira par exemple par une assistance envers la rate globalement coopérative, malgré une absence d'aide de sa part à la dernière rencontre. Si, au contraire, elle ne se base que sur la dernière interaction, nous serons sur une version attitudinale. Dans l'exemple précédent, la rate focale n'aiderait pas ou peu la femelle, pourtant habituellement coopérative, après son refus de coopérer à leur 4e rendez-vous. Si l'on note une variation entre les partenaires qui ont toujours coopéré et ne l'ont pas fait à la dernière rencontre, et la partenaire qui est non coopérative à une seule reprise sans jamais avoir coopéré, alors il y aura peut-être un peu plus à creuser. Et le résultat semble coller au dernier modèle dont nous avons parlé. Les femelles n'accumulent a priori pas les expériences sociales passées, mais se fient prioritairement à leur dernière interaction. Attitudinal reciprocity. Elles retournent moins les faveurs aux partenaires qui n'ont pas coopéré à la dernière rencontre, même si ces rates étaient coopératives jusque-là, et vice-versa avec l'autre partenaire. Néanmoins, il y avait tout de même des petites différences avec les femelles rencontrées une seule fois. Donc il y a peut-être bien un truc à creuser. Mais n'allez pas penser que c'est parce que les rates ont une mémoire catastrophique ou quoi que ce soit. Que ce soit dans cette étude ou dans d'autres, on a clairement démontré que les rats font preuve d'empathie, coopèrent, viennent à l'aide de congénères en détresse et possèdent une excellente mémoire. Aujourd'hui, des connaissances que nous avons, plusieurs publications semblent indiquer que les rats ne construisent pas de liens sociaux durables entre eux et s'organisent plutôt sur des relations de court terme. Ce qui peut s'expliquer par l'extrême variation de nombre dans les colonies de rats sauvages Rattus norvegicus. Les individus vont et viennent à une très grande fréquence et c'est peut-être plus avantageux pour eux de fonctionner comme ça.
Pour bien prouver que ce n'est pas une contrainte de mémoire, une étude récente montre par exemple que s'ils vivent des expériences de coopération ou de défection avec 4 individus différents sur 4 jours consécutifs, et que plus tard on les remet aléatoirement avec l'un de ces individus, ils se souviendront très bien de l'interaction qu'ils auront eue et agiront en adéquation et en collant d'ailleurs de très près avec la quantité de nourriture échangée. Les rats ont une excellente mémoire, il ne faut pas s'y tromper. En réalité, pour les personnes qui connaissent un peu le dilemme du prisonnier en théorie des jeux, l'une des façons les plus optimales de s'en sortir, c'est de procéder à une version généreuse du tit for tat, aussi appelé un prêté pour un rendu. C'est-à-dire commencer par un acte généreux, puis copier celui de son ou de sa partenaire. Plusieurs travaux ont montré que c'est comme ça que les rats fonctionnent, et qu'ils emploient même une version plus généreuse pour éviter les failles de ce modèle. Plus d'infos sur la théorie des jeux et le dilemme du prisonnier sur ces 2 excellentes vidéos. Bref, pour terminer, si nous devions tout résumer, je vais tout faire au féminin vu que quasi toutes les études sont sur des femelles. D'après les connaissances actuelles sur les rats de l'espèce Rattus norvegicus, qui sont aujourd'hui probablement l'un des animaux dont on connaît le mieux les mécanismes de coopération, il semble que, dans leurs actes de coopération, elles se fient préférentiellement à la dernière rencontre qu'elles ont eue avec une partenaire pour décider de coopérer ou non, et que ça n'est clairement pas une question de limitation mémorielle, mais plutôt une stratégie suivant la logique un prêté pour un rendu, que chez les mâles tout du moins, le lien de parenté n'est pas un gage d'aide automatique, alors que dans l'étude en question, ils ont l'air de se sentir mieux proches de l'odeur de leur frère, donc ça confirme bien qu'on n'est pas sur une réciprocité basée sur l'émotion, que l'odeur est manifestement le sens principal utilisé durant l'acte de coopération, qu'elles peuvent sentir si un animal a plus ou moins faim, et que les rats produisent des odeurs durant la coopération qui sont suffisantes pour transmettre une demande d'aide ou une propension à coopérer, et peuvent même déclencher à elles seules, chez le sujet, une volonté de coopérer avec un animal non coopératif sans jamais avoir vécu d'aide de la part de ce dernier. Nous avons découvert que les rats demandent de l'aide en tendant les pattes vers la nourriture, puis produisent des sons avant de tenter d'attirer l'attention de l'autre femelle, et que ces comportements peuvent être modulés en intensité, ce que la partenaire comprend et interprète en s'adaptant correctement. Les rats s'échangent également de la nourriture par des mécanismes différents, tirer ou pousser, des toilettages mutuels, et peuvent s'échanger des toilettages pour de la nourriture, et vice-versa. Nous avons également vu que la hiérarchie avait une influence et que le toilettage mutuel n'était pas simplement un comportement hygiénique. Il y a tout un pan de la recherche dont nous n'avons pas parlé autour de l'empathie, de la façon dont les rats s'aident mutuellement quand ils sont en détresse. Mais ce long voyage que nous terminons ensemble nous permet déjà de voir à quel point leur monde peut fonctionner de manière différente d'une autre et être pourtant tout aussi fascinant. Ce que nous prendrions comme des limitations de prime abord sont juste des adaptations différentes à un autre mode de vie. Il semble qu'ils ne tissent pas de liens à long terme, mais ils ont quand même de l'empathie les uns pour les autres. Ils n'utilisent apparemment pas la vue dans les actes d'échange et de partage, mais ils exploitent leur odorat d'une manière qui nous est complètement étrangère. Ils agissent comme si la mémoire leur faisait défaut, mais ça n'est pas le cas. C'est une stratégie différente qui est à l'œuvre. Tout ce monde si étrange est juste à côté de nous, et nous commençons tout juste à enlever le voile. Et combien d'autres pans de leur vie restent encore complètement inconnus et échappent totalement à notre compréhension. Et quand on imagine le nombre d'autres animaux pour lesquels nous ne connaissons quasiment rien. Eh bien, je vais vous laisser sur ces méditations. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous aime et je vous embrasse.